Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. 2 mois après l'éclatement de la pandémie du coronavirus au Cameroun, des chefs d'entreprise ne cachent pas leur inquiétude. L'impact négatif se fait ressentir à tel point que la majorité des PME affectées a vu son chiffre d'affaires dégringoler de plus de 20%. 53% des entreprises impactées ont mis en congé technique la plupart des employés et le Fonds monétaire international révèle que la croissance du PIB réel connaît une chute historique au Cameroun du fait de la pandémie du coronavirus et la baisse drastique des cours du pétrole sur le marché international. Après le cri de détresse des entreprises au Cameroun, le gouvernement a mis sur pied des mesures économiques et sociales qui peinent à convaincre dans les milieux des affaires. Le GICAM demande au gouvernement d'aller bien plus loin. Au regard de cette situation, quel est l'état des lieux de l'économie camerounaise après la survenue de la pandémie du coronavirus? Pourquoi la crise sanitaire impacte autant dans les entreprises et dans d'autres milieux économiques? Que valent les mesures gouvernementales? L'option de recourir à l'endettement auprès du FMI est-elle la meilleure option dans ce contexte de crise sanitaire? Pour décrypter et analyser cette situation, je reçois sur ce plateau un économiste et consultant auprès des entreprises et institutions financières. Edmond Kiaté, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir de retrouver le plateau de Tendance économique. Une enquête du groupement interpatronal du Cameroun révèle que plus de 90% des entreprises sont négativement impactées du fait de la crise sanitaire et la majorité d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises. Comment réagissez-vous à l'enquête publiée par le GICAM sur l'impact économique du Covid-19 au Cameroun? Je dois déjà rappeler que c'est un sondage qui a été mené par le GICAM. Ce n'est pas, n'est-ce pas, je vais dire, une enquête véritablement structurée, menée suivant des méthodes scientifiques pour pouvoir évaluer au jour d'aujourd'hui les conséquences ou alors l'impact, n'est-ce pas, du Covid-19 sur l'état de nos économies. Néanmoins, ils ont fait un travail qui a quand même permis aujourd'hui de savoir, au moins à très faible proportion, quelle a été la conséquence du Covid-19 sur l'état de nos économies. Tout nous le savons. Nous savons que beaucoup d'entreprises, certaines ont mis la clé sous le paillasson, d'autres ont n'est-ce pas, ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'environ 20 à 30% et beaucoup ont dû se séparer d'une partie de leur personnel. Ils ont envoyé, n'est-ce pas, en congé technique et je vais dire pour certaines grandes entreprises, ils ont la production a baissé complètement. Je vais dire les conséquences sur le plan économique sont énorme. Et donc aujourd'hui, ça ne fait pas de doute que notre tissu macroéconomique globalement a pris un sérieux coup. Ce sont les entreprises qui ont déclaré leurs difficultés dans l'enquête réalisée par le GICAM, le secteur des transports, l'hôtellerie, la restauration, certains secteurs industriels qui sont touchés. Pour autant, on n'a pas un tableau exhaustif et détaillé sur l'impact économique du Covid-19. Alors que le gouvernement, en son sein, a plusieurs départements ministériels qui s'occupent de plusieurs pans de l'économie. Comment expliquer une telle situation? Effectivement, c'est pour ça que je vous disais que le rendu, n'est-ce pas, du GICAM, c'est un sondage, c'est-à-dire qu'ils ont sondé un certain nombre de chefs d'entreprise, du moins pour ceux qui sont connus. Il faut savoir que nous sommes dans un pays où on n'a pas, n'est-ce pas, les statistiques fiables pour savoir quel est dans sa globalité le nombre d'entreprises qui opèrent dans différents secteurs, et donc ils ont procédé à un sondage. Et vous faites bien de le mentionner. Lorsqu'il y a une crise de la dimension du Covid-19 qui entame sérieusement notre économie, le travail devrait être fait par l'ensemble des départements ministériels. C'est-à-dire que le ministre, par exemple, de l'Industrie, au jour d'aujourd'hui, devrait nous pondre un rapport pour nous dire quel est le nombre d'entreprises qu'il y a au Cameroun qui opèrent dans chacun des secteurs et quelle a été la conséquence, n'est-ce pas, quel a été l'impact du Covid-19 sur chacune de ces entreprises. Le rapport devrait
contenir l'état structurel, la viabilité de nos entreprises avant le Covid-19, l'état de nos entreprises pendant le Covid-19 et également proposer, n'est-ce pas, les mesures correctives. Ça devrait être le cas pour chacun des départements. Le ministre des Transports devrait nous faire le même travail, nous sortir, n'est-ce pas, un rapport dans lequel on voit quel était l'état, n'est-ce pas, du transport dans notre pays avant le Covid-19 et comment la courbe a évolué, et chacun sera capable de lire, même les néophytes seront capables de voir comment la courbe a baissé, à quel niveau ça a coupé la tangente, à quel niveau ça a baissé et jusqu'où ça a baissé. C'est le travail technique qu'on attend de chacun des chefs de département ministériels. Ça devrait être le cas pour le tourisme, ça devrait être le cas pour l'industrie, ça devrait être le cas pour le commerce. Ce travail n'a pas encore été fait. Quelles sont les conséquences de l'absence de ces données précises sur l'impact économique du Covid-19 dans ces différents secteurs d'activité? Eh bien, la conséquence immédiate, c'est que vous ne pouvez pas avoir des véritables plans de relance, vous ne pouvez pas avoir des solutions réelles, des solutions viables de relance, n'est-ce pas, des activités, tant que vous ne savez pas quel, n'est-ce pas, a été le niveau de conséquences, n'est-ce pas, de la crise sur n'est-ce pas, sur les économies, sur les activités. C'est un peu, je vais prendre une analogie, c'est un peu comme un médecin qui se met à, n'est-ce pas, donner, je vais dire, à administrer un traitement sans avoir fait un diagnostic pour savoir de quoi souffre le patient. Quel est, n'est-ce pas, le niveau que, n'est-ce pas, que le mal a atteint dans son organisme et il se met à administrer un traitement. C'est un faux traitement, c'est un mauvais médecin. Le bon médecin commence déjà par faire un diagnostic pour savoir de quoi souffre, n'est-ce pas, le patient, jusqu'où est-ce que le mal a rongé le patient, et à partir de ce moment, il va se connaître, même en termes de dose, quel est, n'est-ce pas, le traitement à administrer à ce patient. Voilà la conséquence immédiate, c'est que les conséquences ne seront, les mesures de relance ne seront pas à la hauteur, n'est-ce pas, des conséquences, je vais dire, de l'impact, n'est-ce pas, de la crise sur l'état de nos activités. Edmond Kouyaté, dans son diagnostic, le GICAM précise que ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont le plus impactées négativement du fait de la crise sanitaire liée à cette pandémie du coronavirus. Ils insistent sur les tensions de trésorerie dans plusieurs entreprises qui pourraient mettre la clé sur le paillasson d'ici les prochains mois si rien n'est fait pour les accompagner durant ces moments difficiles. Comment comprendre l'impact du Covid-19 sur l'activité économique au Cameroun? Ben écoutez, ils ont raison de dire que c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, les petites entreprises. Vous savez que ce sont les PME qui créent la richesse véritablement. Et vous savez que nous sommes dans un pays où les grandes entreprises sont plutôt rares. Nous sommes dans un pays où 90% de l'économie est tenue par le secteur informel. Et donc, c'est généralement, c'est des petites entreprises, c'est des petites initiatives, ça et là, qui font tourner l'économie. Et au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que la crise arrive dans un contexte où, n'est-ce pas, le taux d'endettement, par exemple, intérieur de l'État est très élevé. Nous sommes à près de 2000 milliards. Et aujourd'hui, quand on parle de 2000 milliards, il faut bien comprendre que ce sont les prestataires. C'est des personnes, des entrepreneurs qui ont, n'est-ce pas, fait des services, qui ont, n'est-ce pas, accordé leurs services à l'État et ils n'ont pas été payés. Donc cette ardoise-là déjà fait en sorte que les entreprises étaient suffisamment essoufflées. Alors lorsque le Covid arrive et le Covid impose une cessation des activités ça et là, il faut comprendre que la première conséquence, c'est que le flux de trésorerie va être très tendu. Il va y avoir un assèchement de flux de trésorerie. Les gens ne vont pas avoir de l'argent, pour les petites entreprises ne vont pas avoir de l'argent et elles ne peuvent pas non plus se tourner vers les banques parce que, évidemment, dans la dette, quand vous parlez de dette intérieure, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'engagements auprès des banques, auprès des fonds indiciels. Quand on parle des fonds indiciels, vous voyez là les associations, on appelle trivialement les tontines, c'est-à-dire les fonds privés, c'est-à-dire qu'on a pu constituer en association et pour aider ses membres. Et donc, tout cela fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, les entrepreneurs sont très financièrement asséchés, très asphyxiés et les trésoreries sont exsangues et ne peuvent plus leur permettre de faire tourner leur appareil de production. Première conséquence sociale, c'est la mise en congé technique des milliers d'employés camerounais. Certains n'ont pas eu leur salaire durant cette période. Est-ce que là, vous avez le sentiment que le gouvernement prend conscience de cette situation sociale
concernant ces milliers de travailleurs qui se retrouvent à la maison du fait de l'impact de cette maladie à coronavirus? Alors, première conséquence, comme vous avez dit, c'est la mise en congé technique, mise en chômage d'une bonne partie du personnel, parfois pour certains, la totalité du personnel, parce que lorsque vous prenez par exemple le cas des hôtels, il faut savoir que beaucoup d'hôtels ont mis la clé sous le paillasson. Je ne vais pas les citer ici, mais j'en connais plusieurs qui ont complètement fermé. Et donc quand on ferme, évidemment, la conséquence, c'est que tout le personnel se retrouve à la maison. Ils sont nombreux. Alors, maintenant, est-ce que l'État prend suffisamment en compte? J'ai suivi dernièrement, comme vous d'ailleurs, j'ai suivi dernièrement que l'État a mis en place un certain nombre de mesures pour permettre aux entreprises de se lancer. La question, c'est est-ce que ces mesures vont permettre véritablement de relancer l'économie, de relancer certains secteurs d'activité? Si vous prenez le cas de l'hôtellerie, il a été demandé que la taxe de séjour soit supprimée. Pour le restant de l'année 2020. Pour vous, au regard de l'impact du Covid dans le secteur hôtelier, c'était la réponse idoine à apporter pour soutenir ce secteur? Non, ce n'était pas la secteur, c'était véritablement ça. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsqu'il n'y a pas une évaluation stratégique, pour comprendre, l'évaluation stratégique en économie représente ce que les médecins appellent le diagnostic. C'est-à-dire que lorsque vous avez un patient, il faut d'abord le diagnostiquer. Lorsqu'il n'y a pas cette évaluation stratégique, tant que le ministre de l'économie et du tourisme n'a pas fait une évaluation stratégique pour savoir jusqu'où, n'est-ce pas, les hôtels, le secteur de l'hôtellerie et du tourisme a été affecté, on ne va pas, n'est-ce pas, trouver des mesures de relance à la hauteur de la crise. On ne va pas le faire. Et donc aujourd'hui, c'est justement ce manque de diagnostic-là qui fait en sorte qu'on est dans l'approximation, dans des mesures approximatives, dans l'improvisation et dans ce que je vais appeler le bricole. Ça ne va pas marcher. Lorsque vous décidez par exemple d'annuler cette taxe-là, ça représente quoi déjà dans l'hôtellerie? Déjà, je dois vous rappeler que cette taxe-là est supportée directement par, n'est-ce pas, ceux qui logent dans les hôtels. Lorsque vous arrivez dans un hôtel, par exemple, on vous dit pour la plupart, on vous dit que la chambre c'est 20 000 francs, mais il y a, je crois, 1500 francs ou je sais pas, 2000 francs en sus pour la taxe de séjour. Voilà ce que ça représente. Donc c'est directement, je vais dire, celui qui loge dans l'hôtel qui paye. C'est le consommateur final qui paye, qui supporte cela. Et donc lorsque aujourd'hui vous avez des hôtels qui ferment parce que personne ne vient y séjourner, vous trouvez comme mesure de, n'est-ce pas, d'appuyer sur ces leviers de taxes de séjour? Est-ce que c'est une mesure incitative pour le retour des clients dans ces hôtels-là? Le problème, c'est que l'activité de l'hôtellerie est liée à la mobilité. C'est-à-dire qu'on ne va dans l'hôtel parce on se déplace, parce qu'on va dans une ville où on n'a pas forcément un logement, là où on ne peut loger que dans des hôtels. Or, la crise aujourd'hui impose que les gens se déplacent moins. C'est pour ça que, et il faut savoir également que l'hôtellerie, les gens de l'hôtel voyaient leurs chiffres gonflés par, n'est-ce pas, ceux qui venaient de l'extérieur. C'est ça le problème. Beaucoup plus ceux qui ont fermé, ce sont ceux qui faisaient le plus grand de leurs chiffres avec, n'est-ce pas, les personnes venant de l'extérieur. Et autre secteur d'activité, le gouvernement annonce un soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'apurement des stocks de crédit TVA en attente de remboursement. Là où les entreprises attendaient un réel soutien pour leur trésorerie, on leur annonce qu'il y a 25 milliards pour l'apurement des stocks de crédit TVA. Comment appréciez-vous cette mesure économique prise par le gouvernement? C'est déjà pas mal si ça peut se mettre en place, mais il faut savoir que ça va représenter quoi? Lorsque vous décidez de mettre en place, nous en économie, quand on décide de mettre en place une mesure comme celle-là, on est capable d'évaluer son impact sur, au moins à court terme, sur, n'est-ce pas, la courbe, n'est-ce pas, des activités. Ça va représenter quoi? 25 milliards. Il faut comprendre que là encore, c'est trop sélectif. C'est beaucoup plus les grandes entreprises qui vont en bénéficier. Les PME, véritablement, ne vont pas en bénéficier. Il aurait été préférable, par exemple,
que l'État mette en place une politique au moins de paiement partiel de la dette intérieure. Parce que c'est dans la dette intérieure que toutes les entreprises sont concernées. C'est-à-dire que des PME qui ont livré du simple papier ou des simples matériel bureautique dans des ministères et autres, c'est ceux-là qu'il faut encourager. Si l'État décidait par exemple de payer le tiers ou les 2 tiers, je sais que c'est un peu difficile, la situation de la trésorerie centrale est suffisamment compliquée en ce jour, il faut pas se cacher de le dire, mais si l'État pouvait trouver un mécanisme, un levier pour pouvoir payer au moins une partie de la dette intérieure, j'avoue que ça serait proportionnel et toutes les entreprises, n'est-ce pas, de différents niveaux se verraient impactées par cette mesure-là. Mais lorsque on appuie sur les leviers remboursement, crédit TVA, je pense que ça ne touche pas tout le monde. Ça va certes donner un peu une bouffée d'oxygène à certaines grandes entreprises parce que c'est leur argent dont il est question. Hein. Il faut savoir que quand on parle du crédit TVA, ça veut dire que c'est de l'argent que vous avez donné à l'État et il vous rembourse. L'État a tourné avec et il vous rembourse tout simplement. Donc voilà un peu, moi, à mon sens, ce qui aurait pu permettre, c'est-à-dire le paiement au moins partiel de la dette intérieure. Et le président du GICAM, Célestin Tawamba, a insisté sur cette absence de mesures concernant le paiement, l'apurement de la dette intérieure et l'absence de levier bancaire dans les mesures sociales et économiques annoncées par le gouvernement. Quelle est l'importance d'un tel levier dans un contexte où les entreprises font face à des tensions de trésorerie et des difficultés de pouvoir mener leurs activités au quotidien? C'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où il faut très bien expliquer aux gens. Dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays au monde, lorsque l'État a des problèmes sur le plan budgétaire, il appuie sur le levier monétaire. Ça se passe comment? Techniquement, ça s'appelle du quantitativisme. Le quantitativisme, ça suppose quoi? Ça suppose que l'État émet des obligations auprès de la Banque centrale. Cette Banque centrale fait tourner la planche à billets et elle met les fonds à la disposition des banques commerciales. Et on baisse le taux directeur presque parfois à zéro quand on est dans une crise comme celle-ci. Et ça permet que les entreprises vont donc auprès des banques commerciales et emprunter à taux zéro. Ça permet également que les ménages vont auprès des banques et emprunter. Et de cette façon, on a la possibilité de faire une relance des activités sur les deux pans de l'économie, c'est-à-dire une relance par l'investissement, parce que les entreprises vont emprunter de l'argent et beaucoup d'argent, ça va leur permettre de renforcer leur outil de production, d'investir pour renforcer leur outil de production, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Ça va également permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages et qui vont consommer. Parce que l'économie, si vous voulez, c'est deux piliers. C'est production, c'est consommation. Les deux doivent aller de pair. Si vous produisez beaucoup et qu'il n'y a personne pour consommer, c'est un problème. Si les gens veulent consommer et qu'il n'y a rien pour acheter, c'est un problème. Et donc, c'est un peu sur ces leviers-là que l'État devrait jouer. Mais ayons le courage de le dire. Le Cameroun, et comme beaucoup d'autres pays, comme tous les pays de la zone CEMAC, ne peuvent pas appuyer sur ces leviers monétaires. Donc, ils ne peuvent pas activer ces leviers bancaires parce que quoi? On n'a pas de banque centrale. Ne nous cachons pas. Justement, mais il y a eu la Banque des États d'Afrique centrale au terme d'une réunion extraordinaire concernant la gestion du Covid-19 qui a annoncé qu'elle va mettre à la disposition des banques près de 500 milliards de francs CFA pour les accompagner dans le cadre de la gestion des économies, le soutien aux économies de la sous-région Afrique centrale pour une population de plus de 50 millions de personnes dans 6 États membres, 500 milliards de francs CFA au secteur bancaire. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Premièrement, il ne faudrait pas qu'on soit dans la rigolade quand on parle des choses sérieuses. Il faut que la BEAC arrête de divertir les gens. Ça, c'est de la diversion. La BEAC n'est pas une banque centrale. La BEAC, c'est une excroissance de la Banque de France, qui est en réalité l'autorité monétaire du franc CFA. Parce que le franc CFA, ce n'est pas une propriété de la BEAC, c'est une propriété de la France. Et donc, ce n'est même pas la BEAC qui décide de la masse monétaire en circulation, dans nos économies. Mais au sein de la BEAC, ils disent qu'ils ont la possibilité, à travers certains leviers, d'injecter
de l'argent dans les différentes économies. Est-ce que ces 500 milliards, pour vous, représentent un montant suffisant pour pouvoir accompagner, relancer les économies dans les différents pays d'Afrique centrale? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut éviter la rigolade lorsque nous parlons des sujets sérieux et que la BEAC arrête de nous divertir. 500 milliards de francs représentent quoi pour 6 pays qui ont vu leur économie, qui ont subi des secousses? L'onde de choc a été sérieux sur leurs économies. 500 milliards de francs, ça représente quoi? Si vous divisez par 6, le ratio c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que personne n'a même 100 milliards de francs. 100 milliards de francs représente quoi? Parce que si vous prenez 500 milliards, vous divisez par 6, le ratio c'est que chaque pays va recevoir au moins 90 milliards. Et comme c'est une répartition proportionnelle en fonction, n'est-ce pas, du tissu, de l'importance du tissu macroéconomique de chaque pays, ça veut dire que le plus grand pays va recevoir tout au plus 150 milliards. Que représente 150 milliards pour relancer les activités? Si vous prenez le Cameroun, une seule entreprise comme la CDC, qui est le deuxième grand employeur, qui est le deuxième employeur après l'État, demande 70 milliards pour relancer ses activités. 70 milliards, ça c'est une seule entreprise. Ça veut dire que si vous touchez plusieurs entreprises comme ça, vous allez... Peut-être 3 entreprises vont vous avaler 100 milliards de francs. Donc 100 milliards de francs, 100 milliards de francs, ça représente quoi? Vous avez vu que, par exemple, qu'en France, en dehors du mécanisme européen de stabilité, ils ont mis en place le BEPP, ils ont mis en place le SUR. C'est autant de mécanismes qui permettent de financer directement les entreprises. Le BEPP, qui est le Budget for Emergency Purchase, mis en place dans l'Union européenne, ça permet aux entreprises de pouvoir, n'est-ce pas, avoir de quoi tourner, relancer leurs activités. Et il y a également un mécanisme qui leur permet d'avoir, n'est-ce pas, un cash flow pour pouvoir également relancer leurs entreprises. Chez nous, vous avez une BEAC. Déjà, il faut que la BEAC reconnaisse, je le dis bien, ce n'est pas elle l'autorité monétaire directement sur le franc CFA. Et concernant les fonds de garantie, il y a les pays comme la Côte d'Ivoire qui ont mis de tels fonds, environ 150 milliards de francs CFA, pour soutenir exclusivement les PME. Une plateforme en ligne a également été mise en place où près de 10 000 PME se sont inscrites afin de partager leurs difficultés avec le gouvernement qui va évaluer en fonction des difficultés quelles PME pourraient bénéficier de ce soutien. Au Cameroun, il y a le mouvement patronal ECAM dirigé par Protais Ayangma qui a demandé la création d'un fonds de garantie de moins 1000 milliards pour faciliter les crédits accordés aux PME et que la Banque centrale doit injecter davantage de l'argent dans les économies pour relancer l'activité. Comment expliquer l'absence de telles mesures proposées à la fois par les organisations patronales, mais également par les institutions de la CEMAC, qui, vous le savez, avaient insisté sur des lois de finances rectificatives afin que les gouvernements réadaptent leur budget face à la réalité du Covid-19? Déjà, il faut le dire, lorsqu'on parle de fonds de garantie, il faut savoir qu'il y a une manière de structurer les fonds de garantie. Or, je vous l'ai dit, au Cameroun, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, c'est le cas de beaucoup d'autres pays de la zone CEMAC. Il faut savoir que depuis le 2016, nous sommes en courbe descendante, n'est-ce pas, dans l'état de nos finances globalement. Et depuis 2016, il faut également savoir que notre rétine est de plus en plus décroissant. Notre rétine, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à B-. Étant à B-, ça veut tout simplement dire que le risque pays augmente. Et donc, vos obligations ne sont pas tradables sur le marché. Et donc, le Cameroun ne peut pas se permettre de mettre en place des garanties. Les garanties, c'est quoi? Ce sont des obligations que l'État émet et puis qui sont rachetées et qui sont tradées et qui permettent, n'est-ce pas, qu'on renflue les caisses. C'est de ça dont il est question. L'État camerounais aujourd'hui, pas seulement le Cameroun, mais beaucoup de pays dans la zone CEMAC ne peuvent pas émettre des garanties de cette nature-là. Parce que généralement, ce sont des garanties à long et à moyen, ou à long terme. C'est-à-dire au moins sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre de telles garanties. Mais on a vu parfois les autorités camerounaises solliciter le marché financier international pour pouvoir réaliser des emprunts obligataires, des obligations de titres également qui ont été sollicitées. Est-ce que là, ce n'est pas une preuve qu'il y a quand même au sein du gouvernement une signature encore crédible sur le marché financier international? Oui, ça c'est un autre mécanisme de financement. Ça, c'est quand le marché financier est bien porteur. Mais nous sommes dans une logique où nous sommes dans un contexte où
tous les marchés financiers ont plongé et donc personne ne se porte bien. Lorsque vous lancez l'emprunt obligataire, ça c'est quand les agents économiques par exemple se portent bien et donc ils ont suffisamment, n'est-ce pas, de flux de trésorerie et puis ils peuvent se permettre d'épargner un peu. Même en donnant un peu à l'État. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation inverse, où c'est l'État qui doit voler au secours de l'ensemble des agents économiques. C'est de ça dont il est question. Je dois vous rappeler que au jour d'aujourd'hui, avec notre rating qui est très bas, on a eu des difficultés récemment à lever, je crois c'était 9 milliards, moins de 9 milliards sur le marché. C'était difficile parce que notre rating est tellement mauvais que même si quelqu'un voudrait acheter vos titres, il va vous imposer des, je vais dire, des taux faramineux, des taux prohibitifs. C'est ça dont il est question. Et puisque l'État ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui, il faut également rappeler que nous sommes sous un programme avec le FMI depuis 2016, nous n'en sommes pas encore sortis et que étant dans ce programme, ça réduit nos marges de manœuvre. Donc désormais, pour qu'on se lance dans des opérations de cette nature-là, il faudrait aussi également l'aval du FMI. Donc c'est un peu compliqué en ce moment pour l'État qui a des marges de manœuvre très réduites. Donc il faut tenir compte de tout cela. Alors Edmond Katé, parlant du Fonds monétaire international, son conseil d'administration a approuvé le déblocage de 135 milliards de francs CFA au titre de la facilité de crédit rapide accordée au gouvernement camerounais. Et dans le communiqué rendu public par le FMI, il révèle que la croissance économique du PIB réel connaît une chute historique au Cameroun du fait de la pandémie du coronavirus qui impacte sur la balance des paiements, également l'impact de la baisse drastique des cours du pétrole. Ce sont des éléments que les Camerounais n'avaient pas encore concernant la situation économique du pays. Chute historique du PIB réel, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Chute économique du PIB réel, ça veut dire que notre production décroît. Ça veut dire que nous ne créons plus de richesses. Ça veut dire que nous allons perdre beaucoup de notre production, nous allons perdre beaucoup de notre richesse. Parce que la croissance, c'est quoi? C'est la multiplication des richesses, c'est la création des richesses, c'est la production supplémentaire qu'on fait. Et quand on baisse, on va baisser, je crois, c'est de 3 points, 3 ou 4 points, si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire que si vous prenez par exemple notre PIB qui est aujourd'hui de, je crois, 40 000 milliards, si vous enlevez 4 points, ça veut tout simplement dire que nous perdons près de, je crois, 4 000 milliards. C'est beaucoup, ça représente presque notre budget annuel. Et donc, c'est énorme, c'est drastique. Et vous avez vu également qu'à côté de cela, il y a le pétrole qui a drastiquement baissé et je suis d'accord justement pour dire qu'il est urgent, il est vital qu'on prenne, n'est-ce pas, une loi rectificative de la loi de finances pour revoir parce que les objectifs en termes de prévision budgétaire ne peuvent pas être atteints. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que le pétrole qui rentre de près de 20% dans notre budget a connu une chute drastique des cours et donc forcément ça va creuser notre déficit budgétaire. Également les volumes d'importation ont baissé. Vous savez que depuis quelques mois, depuis que la crise a commencé, on n'importe presque plus, le transit est arrêté et donc on n'importe plus. Et donc, on a presque un trimestre où on ne va pas avoir des importations. Et il faut également savoir que lorsque l'État fait ses budgets, ses prévisions budgétaires, il compte beaucoup sur, n'est-ce pas, la taxe à l'entrée, c'est-à-dire à la douane. Et il compte également sur la collecte des impôts sur le terrain. Et donc, le volume des importations baisse, lorsque les activités vont au ralenti, forcément, à la porte, on ne collecte pas. Et même sur le terrain, les activités qui ont ralenti, on ne va pas collecter suffisamment d'impôts. Et le pétrole qui vient renforcer un peu notre budget, lui aussi a connu une chute drastique et donc forcément notre budget, l'État doit revoir à la baisse, n'est-ce pas, ses prévisions. Ça c'est automatique, on ne peut pas échapper à cela. La session parlementaire de mars est achevée sans que cette loi des finances rectificatives ne soit déposée sur la table des députés, mais le chef de l'État a encore des leviers pour pouvoir y procéder. Cependant, il y a 135 milliards de francs CFA mis à la disposition du gouvernement camerounais pour gérer la balance des paiements. Est-ce que là encore, on est sous superfusion financière? Est-ce que ça permet réellement de répondre aux problèmes urgents qui se posent à la fois pour la gestion de la crise sanitaire
et l'accompagnement du secteur privé? Non, il faut dire vrai. Moi, j'attendais à ce qu'à la suite, n'est-ce pas, de cette crise-là, que nous prenions conscience qu'il est temps de changer les paradigmes et de véritablement structurer notre économie et de mettre les piliers véritables de notre économie, sortir un peu du bricole que nous faisons jusqu'à présent. 135 milliards, ça représente quoi? Je vais vous poser une question. Pourquoi la France ne va pas au FMI? La France a subi également les secousses l'onde de choc du Covid-19. Pourquoi l'Espagne, l'Italie, qui avant même le Covid-19 était structurellement très déficitaire dans son économie, pourquoi elle ne va pas au FMI? Pourquoi le FMI tourne seulement autour de nos pays? On n'est pas les plus endettés au monde. Nous sommes à quoi? Nous sommes à presque 40% d'endettement par rapport à notre PIB. Je crois qu'on n'a même pas encore atteint 40%. On aussi entre 36 et 38%. Pourquoi la France, qui est à 115%, avant le Covid-19, elle était à 98% d'endettement par rapport à son PIB. Et après le Covid, avec, n'est-ce pas, la chute, parce qu'elle aussi, elle va perdre beaucoup de points par rapport à son PIB, elle sera à 115% d'endettement par rapport à son PIB. Pourquoi elle ne va pas au FMI? Pourquoi est-ce que, je vais dire, le Japon, qui est le plus endetté par rapport à son PIB, il y a 250% d'endettement par rapport à son PIB. Pourquoi il ne va pas au FMI? Pourquoi tous ces pays-là ne font pas recours au FMI? Pourquoi c'est nous qui devons aller au FMI? Je vous l'ai dit tout à l'heure. En Europe, par exemple, tout ce qu'ils ont trouvé en fait, au-delà, n'est-ce pas, du mécanisme européen de stabilité qui prévoit quand même une enveloppe de près de, c'est plafonné à 400 milliards d'euros, pour pouvoir aider, n'est-ce pas, les pays à se relever. Il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place, notamment vous avez vu que Emmanuel Macron prévoyait d'émettre des Corona Bonds, qui sont des garanties, comme je vous le disais. C'est vrai que c'était une forme d'harmonisation de la dette. Les pays nordiques et notamment l'Allemagne également se sont opposés à cela, mais il reste quand même qu'on a mis en place le SUR, on a mis en place le BEPP, comme je vous ai dit. Tout ça va être coordonné par la Banque centrale, parce qu'in fine, il s'agit de mettre de l'argent, de faire tourner la planche à billets pour mettre suffisamment d'argent à la disposition des entreprises pour pouvoir lancer l'économie. Pourquoi nous, ici, nous n'avons pas la possibilité de le faire? 135 milliards, Cédric, représente quoi pour un pays comme le Cameroun, où seulement le service de la dette est de plus de 200 milliards? Je dis seulement le service de la dette, c'est plus de 220 milliards. Quelle représente 135 milliards pour lancer nos activités? Je vous ai dit que si on fait une évaluation stratégique secteur après secteur, vous verrez, n'est-ce pas, que pour véritablement répondre à cette crise-là, il faut au moins 1000 à 1000 et poussières de milliards si on veut relancer nos activités. Et lorsque vous venez avec une enveloppe de 135 milliards, que représentent les dépenses de l'État seulement mensuelles? Les dépenses de l'État mensuelles, ça représente quoi? Seulement, je vais dire, les dépenses de fonctionnement de l'État, ça représente quoi? Et parlons de cette dépense de fonctionnement. Edmond Kouyaté, d'autres pays africains ont décidé de réduire les dépenses des administrations publiques. On l'a vu au Rwanda, où les ministres, membres du gouvernement et autres hauts cadres n'ont pas pris le salaire du mois d'avril afin de manifester leur solidarité à l'endroit des populations impactées par le Covid-19. Dans d'autres pays africains, il y a eu une réduction avec un certain pourcentage des salaires pour faire des économies afin de les orienter vers les dépenses publiques pour la santé. Est-ce que de telles initiatives peuvent être expérimentées au Cameroun? Le Covid-19 appelle à revoir de manière holistique, n'est-ce pas, les politiques économiques en matière de dépenses, en matière d'investissement, n'est-ce pas, dans chacun des pays. Normalement, une initiative comme celle-là, ça ne devrait pas se faire comme ça au pif, mais il faudrait déjà que l'État fasse, n'est-ce pas, une étude globale de sa dépense publique et puis maintenant fasse des coupes budgétaires, voir à quel niveau, sur quel levier on peut appuyer, parce qu'il y a des dépenses, je ne vais pas dire inutiles, mais il y a des dépenses dont on peut se passer et l'État continue de tourner. C'est des choses qu'on devrait faire. Ça devrait obéir à une politique. Il y a un monsieur qui a fait une étude il nous a même d'ailleurs sollicité, je ne vais pas faire de publicité, mais il a publié cela, tout le monde a pu le lire, Pim Bonaventure avec Jean-Pierre Ndongozanga, ils ont fait une étude formidable là-dessus. Si l'État pouvait au moins s'appuyer sur cette étude-là, peut-être en termes d'orientation, l'État verrait
Comment, en appliquant seulement même l'étude qui a été faite par M. Bonaventure Pim, l'État verrait comment il peut réduire ses dépenses et comment il peut appuyer sur certains autres leviers pour pouvoir, n'est-ce pas, relancer un certain nombre de choses dans notre activité économique. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire le travail pour lequel ils sont là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est urgent, il est vital que, n'est-ce pas, un diagnostic soit établi dans chaque département, dans chaque secteur. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans un plan, n'est-ce pas, de relance économique sans avoir fait le diagnostic préalable. Parce qu'il faut savoir que le Covid-19 est venu en sus d'une crise qui existait déjà, la crise du nozo, et qui agressait déjà suffisamment nos caisses. Je ne vais pas raconter des fardasses en disant aux gens qu'avant le Covid-19, notre économie était structurellement très viable. Non, nous avions déjà des problèmes. Donc le Covid-19 est venu comme un catalyseur, comme un révélateur de l'ensemble des failles qu'il y avait déjà dans notre économie. Aujourd'hui, si nous ne marquons pas un haut là pour pouvoir faire cette évaluation et connaître quel est l'impact du Covid-19 et avant le Covid-19, que représentait déjà notre tissu macroéconomique. Si nous ne faisons pas ce travail, nous faisons de la navigation à vue. Et il faut sortir de cette improvisation, de ce bricole-là, pour véritablement penser à remettre sur pied une structure économique viable au Cameroun. Je vous dis une chose, j'ai vu parmi les 19 mesures qui ont été édictées par le Premier ministre, il y a une qui a fait grincer les dents. Laquelle? Notamment la levée, n'est-ce pas, de fermeture des bars. La réouverture des bars au-delà de 18 heures. Au-delà de 18 heures. Bars et snack bars et débit de boissons. Ça fait grincer les dents. Mais je vais dire aux gens que c'est une situation que quand moi-même j'ai évaluée, j'ai compris que on ne pouvait pas tenir. Pourquoi, Cédric? Le secteur brassicole aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est devenu le 3e grand employeur après l'État. Le secteur brassicole. Le premier, c'était l'État. Le second, c'était la CDC. La CDC est morte. Ça veut dire que tous ceux qui étaient à la CDC, des milliers d'employés sont dehors. Et aujourd'hui, que ce soit de manière directe ou indirecte, le secteur brassicole représente le 3e employeur, peut-être le 2e, parce que la CDC, malheureusement, n'existe plus. Le secteur brassicole est devenu le 2e employeur après l'État. Il représente 20% de participation dans l'assiette fiscale de l'État. Alors, aujourd'hui, si vous fermez les bars, on sait très bien qu'en journée, tous les Camerounais vaquent à leurs occupations et que c'est à partir de 18h, n'est-ce pas, que chacun se retrouve qui dans un bar, qui dans un snack. Allez comprendre un peu l'impact de cela. Prenez un bar qui ferme à partir de 18h, et pour la plupart, ils avaient mis presque tout le monde au chômage. Prenez 3 serveuses, prenez un videur, ça fait 4 personnes. Faites fois 1000 bars, ça fait 4000 personnes que vous mettez dans la rue. Ça fait 4000 personnes. Et vous savez très bien que ceux qui ont choisi ce travail de bar, c'est des gens dont la moralité, je vais pas dire, elle n'est pas douteuse, mais à tout moment, il peut facilement basculer de l'autre côté, si tant il est qu'ils font peut-être une semaine sans avoir de quoi manger. Et donc, on courait le risque d'avoir 4000 personnes, 5000, voire j'ai pris seulement un minimum de 1000 bars. Tout le monde sait qu'au Cameroun, c'est près de 5000 bars, 10 000 bars. Et donc, prenez comme ça, vous prenez seulement une personne, vous verrez qu'il y a 10 000 personnes qui retrouvaient le quartier. Et maintenant, les activités connexes qui se développent autour de ces bars-là. Je vais parler des femmes qui brassent les poissons, des femmes qui brassent le porc, des femmes qui vendent une caisse de cigarettes. Bref, l'économie de la nuit, l'économie nocturne qui se développait autour de tout cela. Et si vous prenez maintenant qu'avec la crise du nozo, les brasseries avaient annoncé déjà une perte de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 30%, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je crois que c'est un peu aussi du chantage. Et si les brasseries menaçaient de mettre en congé technique 2/3 de leur personnel, c'était intenable pour le pays. La question que nous allons nous poser, comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce qu'on arrive à faire du secteur brassicole le pilier de notre économie, le pilier central de notre économie? Comment est-ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à faire de la santé des Camerounais, parce que pour que le secteur brassicole soit splendide, pour qu'il soit bien, il faut que les Camerounais entament leur santé, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils s'enivrent, et par conséquent, il faut qu'ils s'abrutissent. Comment en sommes-nous arrivés à faire de l'industrie de l'ivrognerie,
je vais dire, de l'alcool un pilier central de notre économie. C'est le cas. Justement, vous l'avez dit, il y a un grand débat à ce sujet, mais le secteur brassicole est aussi un grand contributeur dans l'assiette fiscale. Vous l'avez relevé, 20%. Un vivier d'emploi important. D'où une décision difficile à prendre pour le gouvernement, puisque le secteur était déjà sérieusement impacté à la fois de la crise sécuritaire dans la région de l'extrême nord, et aussi et surtout dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui était également un marché important pour eux. Une difficulté de concilier les défis sanitaires et la relance des activités dans certains secteurs économiques. Quelles leçons principales tirées de cette crise sanitaire et son impact sur l'économie camerounaise? La première conséquence est par exemple de comprendre que on a mal fait, n'est-ce pas, de penser que on devait délocaliser, pas délocaliser, qu'on ne devait pas mettre en place chez nous notre outil de production. On a mal fait de comprendre que les industries comme la CDC, on ne devrait pas les multiplier par 3 parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Pourquoi n'avoir pas multiplié la CDC? Pourquoi n'avoir pas renforcé, n'est-ce pas, l'outil de production de la CDC? Aujourd'hui, la CDC ne devrait plus être à exporter le caoutchouc brut. La CDC devrait au moins être en train de transformer les grains de caoutchouc pour les envoyer dans des industries de fabrication de pneumatiques et autres. C'est à cela qu'on devrait aboutir. Au lieu de cela, on a laminé la CDC, elle n'existe presque plus. Deuxième grand employeur après l'État n'existe plus. Alors qu'aujourd'hui, on devrait avoir des exemples comme la CDC, x2, x3, x4, pourquoi pas, avec des millions, n'est-ce pas, des millions d'hectares de terres arables qu'on a au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Et donc, la première leçon qu'il faut tirer, c'est que notre économie est mal structurée et qu'il est important, il est temps de penser à restructurer notre économie, de changer les paradigmes, de ne plus dépendre de l'importation, de renforcer l'outil de production locale et de faire en sorte que véritablement il y ait un pouvoir d'achat important pour pouvoir consommer sur place ce que nous produisons sur place. Merci Edmond Kouyaté. Je rappelle que vous êtes économiste et consultant auprès des entreprises et institutions financières. Merci, c'est moi qui vous dis merci Cédric. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.